les professionnels de la santé ont clairement un rôle important à jouer dans le diagnostic et la prise en charge de la douleur et de la douleur chronique, mais le patient a un énorme rôle à jouer aussi. Je dis souvent à mes patients que la clinique de la douleur, ce n'est pas comme un garage où on peut aller porter son corps comme on irait porter sa voiture au garage. Donc, on ne peut pas aller porter son corps à la clinique de la douleur puis se faire rappeler quand c'est réparé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il y a vraiment un engagement qui est super important. Puis c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, bon, pour une raison que j'ignore, je ne suis pas capable d'avancer mes diapos. Voilà. Bon, qui suis-je? On l'a déjà dit. Alors, on va parler d'un peu c'est quoi la définition de la douleur, c'est quoi les types de douleur. Je vais vous parler de la plasticité cérébrale, qui est quand même quelque chose d'assez intéressant. Pascal va parler d'autogestion et ensuite, on va tenter de répondre à vos questions. Je veux juste mentionner à monsieur dont j'oublie le nom, qui s'occupe de l'organisation. Maintenant que je suis co-animatrice, c'est moi qui reçois les demandes d'admission dans la salle d'attente. Alors, je peux bien admettre les gens, mais je ne pourrais pas le faire pendant toute la présentation. Donc, la douleur, c'est quoi? Alors, je vous donne la définition que l'Association internationale de la douleur a révisée il y a quelques années, puis je vais vous l'expliquer parce que je trouve qu'ils l'écrivent un peu en chinois. C'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable qui est associée ou ressemblant à celle qui vient avec une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Alors, si on décortique un peu la définition, une expérience sensorielle et émotionnelle, ça veut dire qu'à partir du moment où on associe la douleur avec une émotion, on ne peut pas dire à quelqu'un « tu n'as pas mal » comme on pourrait lui dire « non, 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 tu n'es pas heureux ou tu n'es pas triste ou tu n'es pas déçu ». Alors, il y a une notion de sensation, mais il y a une notion d'émotion qui est évidemment importante. Désagréable, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Associé ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire, ça peut vouloir dire qu'on peut démontrer une atteinte au niveau des tissus, au niveau des os, au niveau de la peau, au niveau du système nerveux, mais ça peut aussi y ressembler sans qu'il y ait réellement une lésion. Et la lésion peut être réelle ou potentielle. Ça veut dire que si on se sent menacé d'une problématique, on peut ressentir de la douleur sans qu'il y ait une lésion comme telle au niveau des tissus. Alors, on voit que c'est très, 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 très large la définition de la douleur. Donc, si on regarde un peu pour s'amuser, la douleur, c'est quoi? Des fois, on s'en inflige de la douleur. Hein? Les gens qui portent des talons hauts, les gens qui se font épiler, les gens qui se font tatouer, ce sont toutes des douleurs qu'on a choisies jusqu'à un certain point. La raison pour laquelle je mets ces diapos-là, c'est en bonne partie pour déjà vous faire réfléchir à l'intention, l'état mental dans lequel on subit la douleur. Quand une femme décide de porter des talons hauts, clairement, je n'en porte pas souvent, mais je ne crois pas que ça peut être extrêmement confortable. Quand quelqu'un me dit « Ah, mes talons hauts, c'est comme des pantoufles », j'ai un peu de misère à croire ça, particulièrement quand je vois la radiographie. L'épilation, il y a peut-être plusieurs des participants, participantes aujourd'hui qui en ont régulièrement. Évidemment, quand on le souhaite, quand on veut se faire enlever les poils parce qu'on trouve ça plus beau, on va trouver ça moins douloureux que si on décidait tout d'un coup de nous attacher puis de nous épiler les cheveux, par exemple. C'est la même chose pour les tatouages. Donc, l'intention associée à la douleur est aussi importante et c'est là que la notion d'émotion, tout ça prend tout son sens. Il y a plusieurs concepts clés qui viennent avec la notion de douleur chronique, mais celui-là me semblait très important à vous partager. La douleur est toujours une expérience personnelle, donc c'est très difficile de comparer de façon précise la douleur de deux patients. Puis cette douleur-là va être influencée par tout ce qui entoure la personne, ses facteurs personnels, ses facteurs biologiques, le fait d'être un homme ou une femme, notre âge, tout ça, des facteurs psychologiques, et des facteurs sociaux, parce que vous le savez, ceux qui souffrent de douleurs chroniques, ça touche l'entourage au complet. C'est une personne sur 4 environ qui souffre de douleurs chroniques. En fait, selon les études, on va aller entre 20 et 40 %. Souffrir de douleurs chroniques, ça ne veut pas dire ne pas travailler, être assis sur son divan ou couché dans son lit à temps plein. Il y a des gens qui souffrent de douleurs chroniques qui mènent une vie
je dirais, similaire à d'autres qui n'ont pas de problématique de douleur. Quelqu'un qui a des migraines régulières est considéré comme ayant de la douleur chronique. Quelqu'un qui peut avoir mal au dos, mais qui est capable de vaquer à ses occupations, souffre de douleur chronique. Pardon. Alors, quand on dit qu'il y a 25 par exemple, de la population qui souffre de douleur, ça ne veut pas dire que 25 de la population est très atteint dans son fonctionnement par la douleur, mais c'est quand même une maladie extrêmement fréquente, une problématique très fréquente. En fait, quand on regarde les raisons de consultation les plus fréquentes à des médecins de première ligne, on a l'arthrite-arthrose, l'ostéoarthrose, la lombalgie, le mal de dos, les céphalées, c'est-à-dire les maux de tête. Et ça, parmi ces 3 des 10 raisons de consultation les plus fréquentes qu'on reçoit, que les gens reçoivent en médecine familiale. Donc, ces 3-là concernent la douleur. Ça veut dire que facilement 30 des consultations dans une clinique de médecine familiale, par exemple, sont en lien avec la douleur chronique. Et quand on regarde les 4 causes les plus importantes d'incapacité, c'est-à-dire, par exemple, d'incapacité au travail, on va retrouver dans ces 4 causes-là, 3 qui sont en lien avec la douleur, soit la lombalgie, la douleur musculo-squelettique et la cervicalgie. Et le coût annuel de la douleur chronique aux États-Unis, parce qu'on n'a pas les chiffres au Canada, c'est 600 milliards de dollars américains. Ça a l'air absolument gigantesque, mais il faut penser aussi que quand une personne a de la douleur chronique et qu'elle doit se déplacer à des rendez-vous, puis qu'elle a besoin de demander à son conjoint, une amie, tout ça, de se déplacer avec, c'est aussi du temps de travail perdu pour les accompagnateurs. Et quand on met le coût du cancer, des maladies cardiaques et du diabète mis ensemble, on ne se rend pas à 600 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment une problématique extrêmement importante. Quand est-ce qu'on parle de douleur chronique? En fait, on va commencer par la douleur aiguë. La douleur aiguë, ça sert à quelque chose. C'est vraiment utile parce que si, par exemple, vous avez la main sur le rond du poêle, il faut le savoir parce que si on ne l'apprend pas, si ça ne fait pas mal, on va se brûler. Alors, la douleur aiguë est vraiment utile. Si vous faites une entorse de la cheville, la douleur va vous dire, bien, peut-être que ce n'est pas le temps tout de suite de marcher sur votre cheville immédiatement après ça, de tourner le pied. Il existe une maladie où les gens ne ressentent pas de douleur et ces gens-là, généralement, vont décéder dans la trentaine de toutes sortes de complications, d'infections. Ces gens-là ont des lésions au niveau du visage, ils se mordent sans s'en rendre compte. Alors, ce n'est vraiment pas une belle solution que de ne pas ressentir la douleur. La douleur chronique, par contre, est vraiment inutile parce qu'en général, on parle de douleur chronique après, en général, 3 mois, le danger est écarté. Le corps aurait eu le temps de guérir, mais c'est comme si le système d'alarme restait allumé. Dans le cas d'une maladie chronique, comme par exemple la sclérodermie, évidemment, le danger n'est pas nécessairement écarté, mais on parle d'une maladie chronique et la douleur qui vient avec s'appelle aussi de la douleur chronique. Mais c'est quand même, dans la plupart des cas, une mauvaise adaptation du corps que de laisser toujours le système d'alarme allumé. Il existe 3 types de douleurs qu'on distingue. Je ne vous ferai pas un grand cours là-dessus, mais c'est quand même intéressant de savoir un peu qu'est-ce qui est quoi. La douleur nociceptive, c'est comme, là, vous avez des belles images de fractures. C'est un très bon exemple. La fracture, c'est la douleur quand on se coupe, par exemple. C'est la douleur quand on se cogne. C'est la douleur quand on se fait une entorse, quand on se fait une fracture. C'est ce type de douleur-là. La douleur neuropathique, le meilleur exemple que la majorité des gens ont déjà vécu, c'est un coup de soleil. Alors, on a la peau super sensible, fragile, qui fait mal. Là, ici, vous avez l'image d'un zona. Un zona, c'est une douleur neuropathique pure. Et il y a la douleur nociplastique. La douleur nociplastique est plus reliée à une atteinte de l'interprétation du message de douleur par le cerveau. Je vous mets un petit tableau qui est un peu difficile à voir si vous avez un petit écran, mais je vais vous l'expliquer. En jaune, vous avez la douleur nociplastique, justement, dont on vient de discuter. Alors, la fibromyalgie, le syndrome du côlon irritable, par exemple, sont vraiment des problématiques de douleur nociplastique, c'est-à-dire que l'interprétation de certaines sensations au niveau du cerveau est problématique. On interprète le message comme étant de la douleur.
C'est très simpliste comme façon de vous l'expliquer, mais c'est vraiment un type de douleur, puis on est capable de démontrer qu'il y a des changements au niveau du cerveau. Ce n'est pas une douleur inventée. Des fois, les gens me disent, docteur, vous pensez que c'est dans ma tête? Bien, oui, c'est clairement dans votre tête parce que si vous n'aviez pas de cerveau, vous auriez pas mal. Mais ce n'est pas dans la tête de façon péjorative. La douleur neuropathique, elle peut être de plusieurs origines. Ça peut venir, par exemple, après une chirurgie où on a coupé ou étiré un nerf. Elle peut venir de certaines maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques. Elle peut venir d'un autre problème comme le diabète qui va causer un manque d'oxygène au niveau des terminaisons nerveuses qui va entraîner de la douleur. La douleur neuropathique se présente en général comme étant de la brûlure, des chocs électriques, des engourdissements douloureux, ce type de sensation-là, des fourmis des fois. Donc ça, c'est la douleur neuropathique et ça signe en général une atteinte des nerfs, mais ce n'est pas nécessairement des gros nerfs dont on parle. Ça peut être les tout petites terminaisons nerveuses qui sont au bout à la peau, qui sont atteintes, comme par exemple chez certains gens qui ont subi de la chimiothérapie, ça atteint toutes les petites fibres, puis ça donne de la douleur neuropathique. La douleur nociceptive, comme je parlais tantôt, on va parler plus d'articulation, d'os, de muscles. Et le type de douleur, c'est beaucoup plus difficile à décrire. Souvent, les gens vont décrire ça comme une pression, un étirement, tout ça. Donc, c'est les 3 grandes catégories de douleurs. Et c'est important quand on voit quelqu'un en clinique de déterminer quels sont les types de douleurs dont souffre cette personne-là. Ça peut être les 3, hein? Ça peut arriver que quelqu'un ait les 3 types de douleurs, mais ça va nous guider, entre autres, vers le type de médicament qu'on va pouvoir utiliser pour essayer de contrôler la douleur. Là, je parle de médicaments, mais il y a plein d'autres choses que les médicaments pour pour nous aider au niveau de la douleur chronique. Je vous fais une petite mise en situation pour parler de plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est la capacité du cerveau, je l'ai sur l'autre diapo justement, de modifier la façon dont elle organise l'information suite à un apprentissage ou à des expériences. Je vous explique ça par un petit schéma qui n'est pas de moi et qui n'est pas parfaitement beau non plus. Mais si, par exemple, vous essayez de lancer une fléchette dans une cible à partir d'une certaine distance, comme on voit en haut à gauche, au début, vous ne serez pas super, super bon. Et les liens qui vont se faire entre les différentes zones du cerveau, comme on voit un petit peu plus bas, vont être plus difficiles. Là, je ne suis pas sûre que vous allez voir ma flèche, mais vous voyez que la flèche qui est dessinée entre les 2 zones du cerveau, elle est mince. Et ça se traduit par une activité qui n'est pas nécessairement super importante entre 2 neurones. Hein. Les connexions ne sont pas encore toutes habituées. Quand on se pratique à lancer la fléchette dans la cible, comme on pourrait, par exemple, se pratiquer à être bon pour jouer d'un instrument de musique, là, on atteint la cible de plus en plus souvent. Et ce qu'on voit, c'est que les liens au niveau du cerveau deviennent plus importants. La flèche est un peu plus épaisse et on voit qu'entre les 2 nerfs, là, il y a plus d'activité. Donc, on s'habitue, on se pratique, c'est comme ça qu'on apprend. Mais la plasticité cérébrale est vraiment super importante en douleur. Et là, j'ai besoin d'une volontaire. Je ne sais pas si Pascal, tu acceptes de jouer le jeu avec nous. Bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est toujours nos étudiants qui sont nos volontaires. Alors, Pascal, je vais te demander de dire à voix haute, de quelle couleur sont les mots dans les images qui suivent. Il va y avoir 2 images. Fait que tu vas nous dire ça le plus rapidement possible. Vas-y. Rouge, violet, vert, orange, jaune, bleu, vert, jaune, blanc. OK, c'est bon. T'es pas Ouais, mal bonne. Il faut y penser, par exemple. T'es pas mal bonne. Si je te demande de le refaire là. Rouge, violet, vert, orange, jaune, bleu, excusez, vert, jaune, blanc. Oui, ça va beaucoup plus vite. Oui, c'est pas mal plus facile. Alors, pourquoi, merci Pascal d'avoir joué le jeu, pourquoi c'est plus facile? Bien, c'est parce qu'on sait lire. Hein? Pour la majorité, notre cerveau a appris à lire. Si j'avais présenté ça ici à un enfant de 2 ans et demi qui connaît ses couleurs ou 3 ans puis qui ne sait pas lire, bien ça aurait été absolument pareil pour lui. Mais nous, on sait lire. Fait que le premier réflexe qu'on a quand on voit un mot,
c'est de lire. Puis quand je vous demande de dire c'est écrit de quelle couleur, puis c'est le nom d'une couleur qui est différente, c'est vraiment difficile. Mais si j'avais eu plein de temps, puis j'avais dit à Pascal, on va faire ça pendant 10 minutes, 15 minutes, tu vas le faire à tous les jours, elle va devenir super, super bonne, comme on devient bon pour jouer un instrument de musique ou pour lancer une fléchette dans une cible. Alors, pourquoi ça, c'est important? Là, vous allez trouver que ça n'a peut-être pas rapport avec la douleur, mais c'est super important parce que si ça fait des mois ou des années que votre cerveau a appris que se faire toucher ou se toucher soi-même, ça fait mal, c'est difficile de réapprendre à un moment donné que le toucher, ça ne fait plus si mal que ça quand la blessure est guérie. C'est la même chose avec bouger. Si on s'est blessé à une articulation et qu'on a voulu protéger notre articulation, c'est tout à fait normal et correct de le faire. Mais si ça fait très longtemps que ça dure, à un moment donné, le cerveau, il vient très bon pour dire « Ah, mon Dieu, quand je bouge mon coude ou quand je bouge mon doigt, ça fait vraiment mal. » Donc, à chaque fois qu'on va bouger, la première interprétation d'une sensation qui va arriver, ça va être de la douleur. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler quand on a de la douleur chronique. Ça s'appelle la sensibilisation centrale et ça vient de la réorganisation des circuits du cerveau. Mais c'est important de le comprendre parce que ça ne se traite pas vraiment par des médicaments, ça se traite par du travail, souvent avec des psychologues ou des ergothérapeutes pour réapprendre un peu à fonctionner. Puis il y a quand même un grand bout qu'on est capable de faire soi-même quand on est bien guidé, puis on va en parler tantôt. Alors, la douleur, pour ceux qui en souffrent, vous le savez déjà, je ne vous apprends rien, elle a un impact super important. Elle a un impact au niveau du fonctionnement de la personne, au niveau psychologique, puis au niveau social. Pardon. Si on regarde au niveau biologique, évidemment, des fois, il y a une blessure, il y a une maladie, il y a un traumatisme, des fois, ça peut être un cancer, tout ça. Fait que ça, c'est tous les facteurs de la personne. Il y a le fait, comme je l'ai dit tantôt, d'être un homme ou une femme ou tout ça. C'est tous des facteurs importants. Il y a tout l'aspect psychologique, d'avoir peur. C'est normal quand on a de la douleur chronique d'avoir peur de ce qui va se passer et tout ça. Mais des fois, la peur prend beaucoup, beaucoup de place. Il y a de l'anxiété, des fois, il y a de la dépression. C'est 30% des gens qui vont faire une dépression dans le décours d'une problématique de douleur chronique. La capacité de s'adapter, il y en a qui sont très, très bons pour, comme on dit, se revirer de bord puis trouver une autre solution. Il y en a qui sont moins bons. Donc, c'est très individuel. Il y a l'aspect social. Hein? La douleur chronique entraîne en général une très importante baisse de l'estime de soi. On ne se trouve plus bon à faire grand-chose, on ne se trouve plus efficace, on ne se trouve plus très sharp, on ne se trouve plus... Donc, l'estime de soi en prend vraiment un coup. Et ça a un impact important sur notre capacité à entrer en relation avec les autres. Ça a un impact sur la vie conjugale, sur la vie sexuelle, sur la vie de famille. Quand on n'est plus capable de suivre ses enfants ou ses petits-enfants dans des activités, c'est très difficile. Et le réseau social, on n'en parle même pas. Si, par exemple, réussir à collaborer à l'élaboration d'un souper, puis faire le souper, puis manger, c'est très difficile. C'est pas évident de, par exemple, recevoir des amis où on sait qu'ils vont partir tard ou tout ça, ou d'aller au cinéma quand c'est difficile de se déplacer. Donc, souvent, le réseau social en prend pour un coup. Donc, c'est toute la qualité de vie, le fonctionnement qui est lié à la santé qui est impacté. Puis ça a un impact sur les autres aussi. Alors, on va en parler ça aussi tantôt. Je vous disais que bon, les médicaments, les infiltrations, tout ça, des fois, on place beaucoup d'espoir dans ça. Malheureusement, ce n'est pas de la magie. Hein? Je ne fais pas beaucoup de magie. Moi, les patients font beaucoup plus de magie que moi. Donc, la médication, quand on va avoir une médication bien ajustée, même si on a des attentes très élevées, puis même si on espère que ça enlève une grande portion de la douleur, en général, on va arriver avec un 30% d'amélioration. Fait qu'à peu près le tiers de la douleur qui peut être contrôlée par la médication. Il n'y a pas beaucoup de situations où les médicaments vont enlever 80 ou 90% de la douleur. C'est vraiment exceptionnel. Donc, c'est sûr que si nos attentes sont que 90% de la douleur soit partie, puis que finalement, le médicament, il fait 25, nous, comme médecins, pharmaciens, tout ça, on trouve que c'est très bon. Mais si le patient a des attentes qui sont beaucoup plus élevées, évidemment, il va juste être déçu. Fait qu'il faut toujours se dire quelles sont les attentes qui sont réalistes. Pardon. L'infiltration, il faut toujours se demander, avant de l'avoir normalement,
qu'est-ce qui est un succès? Bon, je ne parle pas d'affaires très, très spécifiques à, entre autres, la sclérodermie, là, qui est une maladie que je ne suis pas rhumatologue, moi, fait que je ne traite pas la sclérodermie. Mais si, par exemple, on parle d'une infiltration dans le dos, en général, on va s'attendre qu'après une infiltration, les gens soient mieux au niveau de la douleur, mais surtout plus capables de faire des activités pendant au moins 2 à 3 mois. Fait que les infiltrations qui durent 1 semaine, 2 semaines, même si c'est bien agréable d'avoir un soulagement pendant 1 semaine ou 2, bien, ce n'est pas un succès. Mais ça, il faut y penser avant d'avoir l'infiltration, de nommer, OK, qu'est-ce que serait un succès? Et l'autre chose, c'est commencer à faire des infiltrations chez des gens qui sont relativement jeunes, dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Est-ce qu'on fait des infiltrations 3-4 fois par année jusqu'à la fin des temps? Faut toujours le réfléchir. C'est rare que les infiltrations toutes seules, tout comme les médicaments, vont amener une amélioration qui est vraiment très spectaculaire. Si la médication et les infiltrations, ça ne fait pas des miracles, qu'est-ce qui peut nous aider alors à avoir plus que, mettons, 30-40 % de soulagement? Mais bien sûr, dans certaines situations, il y a le travail avec d'autres professionnels de la santé, des psychologues, des ergos, des physios, des infirmières, des travailleurs sociaux, des kinésiologues. Mais ça ne court pas les rues, ce n'est pas super facile à trouver. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va beaucoup parler de l'autogestion. L'autogestion, c'est quoi? C'est la capacité des personnes à gérer eux-mêmes leurs symptômes, leur traitement, les conséquences de la maladie, puis d'adopter des modes de vie, de faire des changements qui vont avec vivre avec une maladie chronique et qui vont permettre d'améliorer la condition au long cours. Ça ne se fait pas tout seul, l'autogestion, mais en fait, maintenant, ça se fait tout seul avec son ordinateur parce que Pascal, qui est mon étudiante au doctorat, a développé un programme d'autogestion en ligne qui va apparaître d'ici probablement la semaine prochaine de façon gratuite sur un site web, mais je ne veux pas y voler toutes ces punches. Alors, je vais arrêter de partager mon écran et je vais demander à Pascal de prendre le relais pour vous parler d'autogestion. Je vous reviens ensuite pour vous parler de quelques autres ressources. Puis ensuite, on poursuivra la présentation. Alors, je vais prendre le flambeau. Je vais simplement essayer de partager mon écran. Partager l'écran. Parfait. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Donnez-moi 30 secondes et quart. Je repars de la bonne diapositive. Voilà. Donc, effectivement, je prends le relais pour vous parler d'autogestion cet après-midi. En fait, je vais vous parler brièvement également du développement de la ressource qui s'appelle Agir pour moi, qui est un programme d'autogestion de la douleur chronique en ligne. Donc, comme Anne-Marie l'a mentionné tout à l'heure, j'apprends rien à personne ici. Des personnes qui vivent avec de la douleur chronique à cause de différentes conditions, il y en a énormément dans le réseau de la santé. Puis, souvent, quand on pense à essayer de trouver des solutions à la douleur chronique, on va penser fréquemment à la médication, des injections possiblement, ou le fait d'avoir recours à vraiment plusieurs professionnels de la santé pour essayer justement de diminuer l'intensité des symptômes, de diminuer l'intensité de la douleur. Ce que vous avez probablement entendu beaucoup moins dans votre parcours, parce que je suis certaine que tous et toutes avez tenté de trouver différentes solutions à la problématique de douleur, c'est de commencer à mettre en application des stratégies par soi-même qui peuvent être efficaces pour diminuer l'intensité des symptômes et améliorer la qualité de vie. Donc, on en entendait probablement plus ou moins parler jusqu'à maintenant parce que ce type de ressources-là, donc des programmes d'autogestion, il y en a, mais souvent, il faut être rendu déjà à avoir accès à des services de 2e ou de 3e ligne. Donc, idéalement, il faut déjà avoir accès à une clinique de la douleur, par exemple, pour commencer à en entendre parler. L'information, elle n'est pas nécessairement centralisée sur un site Internet, donc ce qui permet d'avoir un accès facile à un programme qui regroupe plusieurs stratégies. Donc, évidemment, de mon côté,
c'était l'objectif numéro 1 de mon doctorat, de co-développer un programme en ligne d'autogestion de la douleur chronique non cancéreuse. Donc, moi, mon but, là, c'était de regrouper le plus de stratégies possibles et de donner un peu une démarche, donc d'inviter les gens à s'engager dans des étapes qui sont bien structurées et qui leur permettent finalement de mettre en pratique différentes stratégies d'autogestion. Je voulais que ça soit un programme qui est accessible au moment où vous avez envie de vous embarquer là-dedans, donc vraiment en ligne, que ça soit gratuit et que ça ne nécessite pas, encore une fois, le fait de passer par une liste d'attente, ce qui fait en sorte que les gens vont chroniciser davantage, finalement, d'être en attente dans des situations qui nous amènent à adopter des fois des habitudes de vie qui vont à l'encontre d'avoir une meilleure qualité de vie. Alors, je voulais développer ce programme-là. Pour ce faire, je me suis évidemment alliée à plusieurs personnes. Je vous présente l'équipe, quasi complète. Et les gens que vous voyez, dont le nom est en orangé, ce sont des gens qui vivent avec de la douleur chronique. Donc, certaines patientes partenaires qui ont été très impliquées tout au long du programme, puis des collaborateurs qui ont été impliqués peut-être plus de façon ponctuelle pour différents besoins particuliers dans le processus de développement. Moi, mon objectif, là, en m'alliant avec des personnes qui vivent avec des conditions chroniques et qui vivent de la douleur chronique, c'était de m'assurer que le programme allait être perçu comme étant applicable. Donc, je ne veux pas faire un programme pour des professionnels de la santé, je veux faire des programmes pour des gens qui, à la maison, doivent être capables de se mobiliser puis de justement mettre en application ce qui est proposé. Donc, en m'alliant à des gens qui vivent une situation qui est quand même relativement similaire, bien, je m'assurais de mettre de l'avant leurs priorités puis de m'assurer de diminuer le sable dans l'engrenage, là, si vous voulez, pour les futurs utilisateurs. Alors, le programme, au final, il est réparti sur 8 semaines. Lorsqu'il sera en ligne, si vous avez envie de le suivre, je vous invite fortement à essayer de suivre un certain rythme. Évidemment, ce n'est pas grave. Si vous sautez une ou quelques semaines, dans le fond, c'est jouable également, mais on souhaitait quand même offrir une structure pour que les gens gardent en tête et demeurent motivés, si vous voulez. Alors, la démarche a été vraiment plus structurée sur 8 semaines. On aborde différentes thématiques. La première, c'est de l'éducation sur la douleur. Donc, c'est quoi la distinction, par exemple, entre de la douleur aiguë et de la douleur chronique? Pourquoi on ne peut pas réagir de la même façon? Pourquoi on ne peut pas la traiter de la même façon, cette douleur-là? Ensuite, je vous propose des activités de mieux-être. Alors, de la respiration, de la méditation, de la relaxation. Ensuite, on passe au pacing, qui est le fait de bien connaître vos limites, de les identifier, puis de s'assurer de ne pas les atteindre. Donc, il faut toujours réévaluer à quel moment c'est important de prendre des pauses, donc d'alterner entre des périodes d'activité puis des périodes de repos, ce qui ne veut pas nécessairement dire aller se coucher. Donc, ça peut être d'adopter une autre position, ça peut être de changer de type d'activité. Ce sont les principes du pacing en général. Faire de l'activité physique. Donc, l'activité physique, ça peut être des étirements, par exemple, et privilégier la régularité de l'activité et non l'intensité. Il ne faut pas toujours dépasser vos limites. L'idée, c'est d'en faire un petit peu le plus régulièrement possible pour éviter de se déconditionner. Ensuite, prendre soin de ses pensées. Donc, c'est quoi le lien entre les pensées, nos émotions, nos comportements, puis comment ça peut avoir un lien également sur comment vous vous sentez physiquement. Donc, ça a une incidence sur la douleur au final. Le fait de réviser vos habitudes de vie, ce qui implique de potentiellement revoir vos habitudes alimentaires. Donc, qu'est-ce qu'on mange finalement peut avoir un impact sur la douleur et le fait de s'assurer d'adopter une bonne hygiène de sommeil. Alors, plusieurs éléments sont proposés à cet effet-là.
Et on termine avec le fait de planifier la suite, c'est-à-dire de se faire un plan d'action, de vous fixer des objectifs, puis de s'assurer de les suivre. Et ça, on ne peut jamais dire, OK, moi, j'ai terminé l'autogestion. L'autogestion, c'est quelque chose qui doit vous accompagner tout au long de votre vécu avec une maladie chronique. Puis, il faut réévaluer l'état finalement dans lequel vous êtes au fur et à mesure que votre situation évolue potentiellement. Je vous mets à l'écran un court extrait de ce à quoi ressemble le programme. Donc, vous voyez, il y a des témoignages qui sont inclus, des gens qui vont dire comment ils ont mis en application les stratégies qui sont proposées, qu'est-ce que ça a comme effet concret dans leur vie. Puis, évidemment, dans le fond, là, vous le voyez à l'écran, j'ai effectué la narration du programme avec un collègue pour éviter que les gens aient à lire énormément l'information. Donc, si vous avez envie, vous avez la possibilité de simplement écouter l'audio. Évidemment, par contre, il faut s'assurer de descendre pour voir l'information subséquente. Il y a plusieurs étirements qui sont proposés, donc des étirements qui sont très doux, qui ont été planifiés avec une physiothérapeute. Alors, vous n'avez pas juste à prendre une feuille et à vous souvenir de l'exercice. Vous pouvez y retourner à plusieurs reprises pour voir en quoi ça consistait. Puis, le programme est accompagné par un plan personnel que vous allez pouvoir télécharger à même Agir pour moi. Et ce plan personnel-là, vous allez pouvoir le compléter en ligne. Il suit finalement chacune des leçons en ligne. Donc, évidemment, bien qu'il fait vraiment plusieurs pages, il faut que vous remplissiez uniquement ce qui est proposé pour la semaine où vous êtes rendu. Fait que ça peut représenter 2 ou 3 pages par semaine, par exemple. Donc, ce n'est pas très lourd à remplir. Alors voilà, le programme va être disponible très, très bientôt sur la plateforme Gérer ma douleur. Je rends le micro à Anne-Marie. Merci, Pascal. Je vais partager à ta place. Voilà. Partager. Je vais repartager mon diaporama ici. Alors, comme vous pouvez voir, c'est vraiment super comme projet, là. C'est très, très inspirant ce que Pascal est en train de faire. Vous la voyez, le site web actuellement, gérermadouleur.ca. Alors, le programme de Pascal va s'y retrouver. Vous avez déjà, dès maintenant, plus de 200 ressources qui sont sur le site, des ressources qui s'adressent aux patients et aux proches aidants, des ressources qui ont été toutes validées par des professionnels de la santé, des experts en douleur. Donc, on s'assure que ce qui est partagé là est du contenu scientifiquement valide. Donc, je pense que c'est une façon très intéressante d'aller s'informer. Vous pouvez vous inscrire sur le site, c'est tout à fait gratuit. Ça vous permet de garder un catalogue de favoris, ça va vous permettre de garder la progression dans le programme de Pascal, c'est-à-dire de pouvoir, quand vous allez vous reconnecter, savoir où vous étiez rendu. Et il y a beaucoup de développements qui vont là-dessus. Bientôt, il y aura un programme pour les proches aidants, pour les gens qui accompagnent les gens qui souffrent de douleur, pour les aider à mieux organiser, si vous voulez, l'accompagnement. Donc, c'est vraiment un site web dont je suis très, très fière. Je n'ai pas développé ça tout seul, évidemment. On a développé ça en partenariat avec le Réseau québécois de recherche sur la douleur, la Société québécoise de la douleur, l'Université TELUC et voyons, parce que je vais en dire un autre, la TELUC, la Société québécoise de la douleur. Voilà. Je vous donne quelques autres petites pistes d'endroits où vous pouvez obtenir de l'aide. L'Association québécoise de la douleur chronique, qui est l'organisme qui regroupe les patients et beaucoup de professionnels souffrant de douleur, c'est là aussi gratuit. Ils ont un site web où il y a un certain nombre de ressources. Ils organisent aussi des soirées de discussion qui sont maintenant en ligne pour la majorité, parfois des conférences avec des experts dans certains domaines. Donc, c'est une ressource vraiment intéressante.
Et il y a de la visite que vous voyez ici, là, derrière moi. Il y a de la visite, c'est un petit livre qui a été écrit par une dame qui souffrait de douleurs chroniques, qui souhaitait trouver une façon d'expliquer à son fils de 5-6 ans à l'époque quel était l'impact de la douleur. Alors, il y a de la visite, c'est un magnifique petit livre où un dragon s'invite à la maison, puis prend beaucoup de place. Certains jours, plus que d'autres, enlèvent la maman un peu à l'enfant parce que la maman doit s'occuper du dragon. Et très rapidement, on comprend que le dragon, ben, c'est la douleur. Donc, la douleur s'invite à la maison, puis on n'a pas le choix d'y faire une petite place parce qu'on essaie de mettre le dragon dehors, il revient par une fenêtre ou par la cheminée comme le Père Noël. Donc, c'est un magnifique petit livre pour expliquer la douleur. Et on a eu la chance de faire un projet de recherche sur ce petit livre-là pour démontrer qu'il est vraiment efficace pour ouvrir la communication au sujet de la douleur. Donc, vous pouvez aller l'acheter en ligne si vous voulez. Je ne fais aucun profit là-dessus, mais je crois beaucoup à ce beau projet-là. Si jamais vous dites, hey, mais moi, j'aimerais ça qu'on étudie ma situation ou faire partie d'un projet de recherche, le Réseau québécois de recherche sur la douleur a une banque de patients et une banque de projets de recherche où vous pouvez voir si vous êtes éligible à participer à certains projets de recherche. Sur ce, je vais arrêter le partage de l'écran, vous remercier de votre attention. C'est toujours un peu drôle de présenter à son écran, mais bon, si je laisse Madame, dont j'oublie le nom, Amel, c'est ça, de poursuivre le déroulement. Alors, j'arrête le partage. Merci. Bien, merci à vous deux. Très apprécié. Je vois déjà dans le chat qu'il y a plusieurs qui vont aller consulter l'outil et la plateforme. Évidemment, la période de questions va suivre à la fin du webinaire. Si là, vous pouvez inscrire vos questions dans le chat, puis on les lira à voix haute. Puis juste avant la période de questions, ben, j'invite Marianne Côté, une personne ressource du réseau d'entraide de Sclérodermie Québec, qui a généreusement accepté de nous livrer un témoignage. Alors, Marianne, à toi la parole. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Marianne, je suis atteinte de sclérodermie depuis plus de 10 ans maintenant. Entre autres, la sclérodermie m'a aussi apporté un joli cadeau de polyarthrite rhumatoïde. Donc, et je suis aussi accessoirement patiente de Madame Pinard. En fait, la raison pour laquelle je souhaitais faire le témoignage, c'est vraiment parce que dans mon cas, j'ai été très, très, très atteinte au niveau des douleurs. Justement, là, j'avais besoin que mon conjoint m'aide à sortir du lit à un certain moment. Ça a été long avant que ça se stabilise, qu'on trouve la bonne recette de médicaments pour rester stable. Et je pense que ce qui m'a sauvé la vie, personnellement, c'est vraiment le yoga. J'en faisais avant. Quand j'étais momifiée, j'en faisais sur une chaise. Ensuite de ça, j'en ai fait au mur. J'ai fini par en faire au sol. Donc, de continuer le mouvement m'a vraiment aidée. Maintenant, c'est ça que je fais à temps plein, c'est mon travail, j'enseigne le yoga. Donc, voilà. Puis, je tiens à souligner aussi là, le travail de tous les médecins, mais de Mme Pinard aussi au niveau de la gestion de la douleur, de nous enseigner des trucs qui parfois peuvent sembler évidents, mais quand on est dedans, qu'on est dans la douleur, que nos émotions aussi et notre morale est atteint, on est trop près de la situation pour faire ces liens-là. Fait qu'un grand merci de nous accompagner et de nous expliquer la gestion de la douleur comme ça. Puis voilà, donc j'espère que c'est intéressant pour vous, cette petite histoire, puis je vous laisse poser vos questions. Merci beaucoup, Marianne, c'est très gentil. Alors, avant d'aller dans le chat, je voyais déjà une question pour Dr Pinard et aussi pour Pascal. Donc, est-ce qu'un massage thérapeutique peut permettre de soulager ou du moins diminuer la douleur? En fait, c'est le genre de situation où je dis toujours aux gens, allez donc essayer pour savoir. Hein? C'est vrai de plusieurs médecines alternatives. Le massage fait du bien à certaines personnes, puis il ne fait vraiment pas du bien à d'autres. Donc, c'est vrai aussi, par exemple, la physiothérapie, de l'ergothérapie, c'est le même principe. On essaie un certain nombre de fois, on se donne plus qu'une séance en général, parce que des fois, après une fois, c'est un peu raide, on s'ajuste. On exprime au thérapeute aussi ce qui a fait du bien, ce qui n'a pas fait du bien. Des fois, les patients viennent me voir et me disent « Ah, je suis allée en physio, puis je suis revenue, j'étais tellement raquée, je ne suis pas retournée. » Mais j'ai dit « Est-ce que vous l'avez dit à votre physio? » « Ah non, je ne veux plus retourner. »
bien là, ça, ce n'est pas une belle façon de s'aider. Donc, c'est la même chose avec le massage. Il y a une panoplie incroyable de types de massage. Puis en échangeant, d'abord, si vous rencontrez un massothérapeute qui vous propose quelque chose de très, c'est rigide, c'est juste ça, pas sûr que c'est la bonne personne, mais il faut trouver quelqu'un qui sait s'adapter à notre situation. Puis on a le droit de parler pendant un massage pour dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et si on a l'impression que ça peut nous aider en retournant, de noter un peu ce qui aide moins. C'est la même chose pour l'acupuncture, c'est la même chose pour la chiropratie, c'est la même chose pour l'ostéopathie. C'est exactement le même principe. On essaie quelquefois, puis si ça nous aide, bien, on continue. Si ça ne nous aide pas, ben, peut-être que c'est mieux d'arrêter. Il y a une différence entre quelque chose qui est à visée de se faire du bien puis quelque chose qui est à visée thérapeutique. Si aller se faire masser, ça fait du bien pendant 4-5 jours, puis que ça revient pareil après, mais qu'on choisit ça d'aller s'offrir un massage pour aller mieux, c'est parfait. Mais quelqu'un qui va, par exemple, en acupuncture, où on va essayer de contrôler les symptômes sur du plus long terme, puis que ça dure 24-48 heures à chaque fois, bien là, peut-être qu'on n'est pas dans la bonne thérapeutique. Mais je crois beaucoup à l'échange avec le professionnel qui offre les soins pour mieux ajuster justement la thérapeutique. Mais si on demande est-ce qu'il y a des études pures et dures qui montrent que la massothérapie est efficace, la réponse, c'est non. Merci. Je vois dans le chat qu'on parle de la douleur des doigts, on les utilise en permanence. J'imagine, c'est ça, il y a certaines douleurs qui nous empêchent encore plus de fonctionner dans le quotidien. Est-ce qu'il y a des indications particulières pour certaines douleurs? Ou... Bien, c'est très difficile de répondre comme ça. D'abord, je le disais tantôt, il faut voir c'est quoi le type de douleur, dans quelle de nos catégories de douleurs entre les problématiques. Mais c'est sûr qu'au-delà de trouver un traitement médicamenteux, je pense à une dame qui vient me voir il n'y a pas très longtemps puis qui me dit « Ah mon Dieu, la douleur de mes mains, là, c'est épouvantable. » Puis là, à force de jaser, ce n'est pas quelqu'un qui souffre de sclérodermie, mais à force de jaser, je me suis rendu compte que cette dame-là fait un immense jardin et qu'à l'automne, elle récolte ses légumes, elle fait du canage, elle fait du bouilli. Fait que là, c'est énormément de travail, de dextérité avec les mains. Mais elle a fait ça toute sa vie ou à peu près. Puis là, tout d'un coup, à cause de l'arthrose, à cause de différentes conditions, ça devient plus difficile. Et là, c'est là qu'on doit adapter notre quotidien. Fait qu'elle, elle n'avait jamais pensé à ça avant. Puis au début, c'était un peu choquant de se faire dire, peut-être qu'il faudrait diviser un peu votre activité. Mais c'est là qu'on doit appliquer certaines notions. Puis c'est vrai qu'il y a des gens qui sont extrêmement atteints puis qui sont extrêmement limités. Mais malgré tout, il faut essayer de trouver comment on peut couper nos activités en petits morceaux pour être capable de les faire sans nécessairement provoquer une crise de douleur. Fait que c'est toujours le même principe d'adapter son activité. Parfait. Est-ce que vous recommandez des traitements non médicinaux? Si oui, lesquels? Bien là, c'est un petit peu difficile de savoir. Non médicinaux, c'est assez... en fait, personnellement, tout ce qui peut faire du bien à quelqu'un et qui n'est pas dangereux, je n'ai pas de problème avec ça. Je ne peux pas émettre mon avis sur, par exemple, tel ou tel type de traitement en ostéopathie ou tel type de traitement par un naturopathe. Il faut faire attention, les gens qui ne sont pas membres d'un ordre professionnel n'ont pas de contrôle pour avoir eu la bonne formation, avoir de la formation continue et surtout avoir une formation sur la sécurité. Donc, on est tous ici, si on le veut, naturopathes, ostéopathes, tout ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire que tout le monde fait n'importe quoi, mais ça veut dire que ce n'est pas un titre protégé. Fait qu'il faut faire attention si on va consulter des gens qui sont naturopathes ou ostéo ou massothérapeutes, tout ça, et qui ne sont pas membres d'un ordre professionnel, parce qu'il n'y en a pas pour l'instant. Il faut s'assurer que cette personne-là a suivi une formation qui fait du sens. Il faut aussi s'assurer que ce qu'on nous propose ne pose pas un danger. Je prends l'exemple des suppléments, des produits naturels. Bien, des fois, il y a vraiment beaucoup d'interactions avec la médication qui est déjà prise. Puis parce que c'est naturel, on va se dire que ce n'est pas dangereux, mais ce n'est pas vrai. Donc, les pharmaciens peuvent nous aider des fois à savoir quelles sont les interactions. Et si vous allez voir quelqu'un qui vous suggère, par exemple, des suppléments, puis qui n'a aucune idée des interactions avec les médicaments, peut-être qu'il y a un petit problème au niveau de la connaissance. Mais oui, quelqu'un qui me dit, moi, je devrais-tu aller en massothérapie ou en acupuncture ou en ostéopathie ou tout ça? J'ai aucun problème en autant que ce n'est pas dangereux. Il ne faut pas tout essayer en même temps.
Parce que si on essaie tout en même temps, on ne sait pas ce qui marche. Très bon point. Votre avis concernant les bienfaits positifs et les limites de l'effet placebo dans un L'effet traitement? l'effet placebo peut être très, très important dans un traitement, mais je vais vous l'expliquer par l'effet inverse. Quand je suis en train, par exemple, de rédiger une prescription, parce que malgré tout, comme médecin, il demeure que je prescris quand même un certain nombre de médicaments, même si je crois beaucoup plus des fois à d'autres aspects. Si je suis en train d'écrire la prescription, puis le patient me dit oh, « Donnez-moi vos pilules, docteur, mais ça ne marchera pas. » Bien, je peux tout de suite être quasiment certaine que ça ne fonctionnera pas. Ça, on appelle ça l'effet nocebo. C'est l'effet inverse de l'effet placebo. C'est la même chose que quelqu'un qui dit ah, « Moi, je suis tellement sûr, je vais tellement avoir des effets secondaires. Moi, je ne tolère aucun médicament. Tous les médicaments me donnent des effets secondaires. » C'est vrai qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles, mais si on part avec l'idée en partant que ça ne marchera pas, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Alors, l'effet inverse, c'est l'effet placebo. C'est de dire, bon, ben, je suis optimiste, j'y crois, mais de façon réaliste, évidemment. Encore une fois, on dit qu'on ne fait pas des miracles, mais si on se donne une chance d'essayer en disant, oui, je sais, je vais peut-être avoir des effets secondaires au début, mais ça se pourrait que ça m'aide. Puis là, si ça marche, je vais être capable de faire telle chose. Fait que ça, c'est l'effet placebo, c'est l'intention qu'on donne dans un traitement. Et on a tendance à dire que c'est mauvais l'effet placebo, mais au contraire, si on ajoute l'effet placebo à l'effet d'un médicament ou d'un traitement, ou même à l'effet de l'autogestion en disant « Hey, je m'embarque là-dedans, je pense que ça va m'aider, ce ne sera pas toujours facile », si on ajoute l'effet placebo à autre chose, c'est bien. L'effet placebo va avoir tendance à diminuer avec le temps, si on a un vrai effet, par exemple, sur la douleur, mais il ne faut pas le négliger pour autant parce qu'il peut être très intéressant dans le début d'un traitement. Dans le chat, je vois aussi des gens qui se questionnent sur les déclencheurs ou ce qui affecte la douleur. On parle de l'humidité ou de certains aliments. Avez-vous un avis plus général là-dessus aussi? En fait, l'humidité, c'est drôle parce que quand moi, je me lève le matin dans une journée comme aujourd'hui, je ne sais pas si partout au Québec, il fait gris comme ici, là, mais c'est très pas beau. Et quand je sais que cette journée-là, je suis en clinique, je me dis toujours en ouvrant mon star, oh, ça va être une dure journée parce que personne ne va bien. Donc, il y a vraiment un effet de la température. On n'a jamais réussi à le démontrer, soit dit en passant, par des études. Mais il y a clairement quelque chose, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on sait que ça va être une mauvaise journée? Bien, en général, bon, la prédiction météo n'est pas toujours parfaite, mais en général, on peut peut-être se dire que, bon, bien, demain, il n'annonce pas vraiment beau. Fait qu'au lieu de me prévoir de faire du ménage ou au lieu de prévoir d'aller faire l'épicerie, bien, peut-être que je vais doser mes activités différemment puis les déplacer différemment. Je suis certaine que Pascal va trouver que c'est une bien bonne idée, ça, dans un plan personnel. Mais c'est d'essayer de planifier puis d'accepter que des fois, il y a des journées où ça va moins bien puis qu'il va falloir adapter nos activités. Je dis souvent à mes patients qui ont de la douleur, vous savez, la douleur, ça varie dans le temps, mais quand on y pense, il y a d'autres affaires qui varient dans le temps puis qui font partie de notre vie dont on ne se pose pas de questions. Il y a des jours qu'on dort super bien, d'autres jours qu'on ne dort pas vraiment bien, sans vraiment de raison. Il y a des jours qu'on a faim, il y a des jours où on a moins faim, sans vraiment de raison. Il y a plein de choses qui varient. C'est juste que là, évidemment, quand c'est de la douleur qui nous empêche de fonctionner, on porte beaucoup plus attention, mais c'est un peu la même chose, fait que c'est normal qu'il y ait des variations. Les aliments qui déclenchent la douleur, c'est très vrai pour certains patients, c'est moins vrai pour d'autres. Ce n'est pas toujours facile à trouver. Et pour certains patients, ça va être de manger quelque chose de très sucré. Pour d'autres, ça va être de manger quelque chose qui contient du gluten. Pour d'autres, ça va être de manger tel type de viande. C'est extrêmement variable d'une personne à l'autre. Et la seule façon de vraiment le savoir, c'est d'essayer de se faire un journal alimentaire puis de noter est-ce qu'on voit une réelle variation. Il y a des diètes d'exclusion qui existent. Il y a toutes sortes de choses extrêmement intéressantes au niveau de la nutrition. Mais le principe de base, c'est de manger le plus possible des aliments peu transformés, qu'on va cuisiner soi-même. On dit utiliser le tour de l'épicerie, les fruits et légumes, les produits de la viande, les produits laitiers, la poissonnerie. Puis c'est à peu près ça. Dans le milieu, c'est toutes des allées de produits transformés. C'est sûr que quand on a de la douleur, ce n'est pas toujours facile de cuisiner, mais plus on va consommer des aliments frais, moins transformés, plus ça a de chances de nous aider. Maintenant, gluten, pas gluten, produits laitiers, tout ça, c'est extrêmement variable. C'est comme avoir les cheveux bruns, les cheveux raides, les yeux bleus. Chacun a sa sensibilité diverse à des aliments. Puis ça, c'est de l'expérience personnelle. Il y a deux questions. Pascal avait autre chose à ajouter, je pense.
Je pense que les grandes lignes qui sont valables pour tous sont vraiment encore plus valables en lien avec la douleur chronique, c'est-à-dire éviter les aliments transformés, ça serait l'élément numéro 1, diminuer le sucre et manger des fibres. Fait que ça, il n'y a pas de magie, puis c'est plate parce que c'est ce qu'on se fait dire depuis super longtemps, puis on l'applique plus ou moins des fois, mais effectivement, puis il faut se laisser du temps, c'est-à-dire votre système, il n'évacuera pas du jour au lendemain quelque chose que vous mangez depuis des années. Ça prend plusieurs semaines à voir des effets. Fait que si vous dites, j'ai essayé ça, je l'ai fait 3-4 jours, puis là, je me suis tannée parce que ça n'a rien donné, malheureusement, vous n'avez pas laissé suffisamment de temps à votre corps à s'adapter. Donc, c'est vrai pour la plupart des stratégies qui sont proposées, vous avez des habitudes de vie qui sont ancrées souvent depuis des mois, des années. Ce n'est pas parce que vous entreprenez quelque chose sur du court terme comme une semaine que vous allez voir les effets. Il faut le maintenir, puis c'est pour ça qu'on va essayer de cibler des objectifs réalistes, petits, et de les accumuler au fil du temps. Mais c'est la clé, je pense, pour réussir à entreprendre un projet. Là, je voyais, il y a Julie qui disait, si je décide d'entreprendre un grand projet physique, oui, d'accord, il faut le morceler en plusieurs petites étapes, en plusieurs petites bouchées qui sont faciles à tenir. Donc, si vous entreprenez quelque chose de gros, il faut se laisser beaucoup de temps et avoir de petits objectifs réalistes au fur et à mesure. Je vais même ajouter là-dessus, moi je le dis souvent, là, s'il y a des gens qui sont mes patients, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, je dis toujours que la douleur chronique, c'est comme prendre du poids. Les gens prennent du poids pendant 15, 20, 25 ans, puis là, tout d'un coup, parce que leur fille se marie, voudrait maigrir en 2 semaines pour entrer dans la robe de leur rêve, ça ne marche pas. Fait que c'est la même affaire. Si ça fait mal depuis 20 ans, ça ne prendra pas 2-3 semaines avant de s'améliorer. Ça va prendre des mois, des fois des années, mais croyez-nous, on y arrive à un moment donné, à mieux contrôler. Pas à enlever, à mieux contrôler. Notre objectif, c'est toujours la qualité de vie. 6 sur 10 de douleur en train de pleurer à 4 heures du matin parce qu'on ne s'endure plus, puis 6 sur 10 en train de jouer avec ses enfants ou ses petits-enfants. Ça ne veut pas dire la même chose, mais c'est 6 sur 10 pareil. On parle aussi de fatigue chronique. Donc, la douleur qui entraîne la fatigue chronique, on se demande si c'est possible que ça soit causé, en fait, par la douleur. Oui, bien, la douleur occupe le cerveau. Hein? Fait que quand on a mal, notre cerveau est très, très occupé à enregistrer toutes ces sensations-là. Alors, quand on passe des tests, par exemple, à des gens qui ont de la douleur chronique, ils vont performer à peu près comme quelqu'un qui a un déficit d'attention. Alors, il y a vraiment un effet cognitif, puis la fatigue, des fois, elle est physique, mais des fois, c'est de la fatigue mentale aussi. Donc, il y a clairement un effet. Puis c'est sûr que quand on a de la douleur, puis on a de l'inflammation, c'est très fatigant au niveau physique aussi. Puis là, je suis sûre que Pascal a des choses à ajouter là-dessus. Oui, bien, en fait, très brièvement, effectivement, je pense que la fatigue va s'accompagner, puis c'est un des effets. Mais là, encore là, moi, je vous inviterais à re-rentrer dans le pacing. Fait que là, c'est de bien déterminer c'est quoi vos limites, pas vos limites, mais oui, vos limites, en fait. Là, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez une poussée de symptômes. Donc, pas nécessairement de douleur, mais ça peut être d'autres symptômes, dont la fatigue. Puis de vous observer au quotidien pour voir, OK, quand je suis assise, par exemple, parce que ça ne sera pas les mêmes choses chez tout le monde, mais de le faire dans différentes positions par rapport à différentes activités, s'observer pour voir si je suis debout et je suis en train de couper des légumes, par exemple, combien de temps je suis capable de le faire avant d'avoir justement cet effet-là de fatigue ou de douleur qui se réinstalle. Puis ensuite, la clé, c'est de s'arrêter et de prendre une pause avant d'atteindre ce laps de temps-là ou cette distance-là, parce que le temps n'est pas nécessairement tout le temps la bonne mesure, mais ça fait en sorte que, justement,
votre cerveau va être moins en état d'alerte. Si vous prenez une pause puis que vous changez de position pour faire une autre activité qui est moins demandante sur le plan physique ou cognitif, parce que ça aussi, ça joue beaucoup. Hein. Des fois, là, je parlais au téléphone, puis finalement, ça a duré 1h15 parce que je n'ai pas mis les limites, puis tout ça. Puis, hey, la fatigue, elle peut venir de là aussi. Ce n'est pas juste d'être en train de, je ne sais pas moi, d'être debout puis d'essayer de faire plein de tâches liées au quotidien. Bien, à ce moment-là, au long cours, si vous le faites de façon assidue, puis ce n'est pas facile à faire, là, fait qu'attendez-vous pas à être comme 100% transformé au bout d'une semaine, là, ça prend vraiment beaucoup de temps d'observation. En prenant des pauses au bon moment, vos pauses, la durée des pauses requises va être beaucoup plus courte, puis vous risquez d'avoir plus de facilité à faire certaines activités plus longtemps sans avoir de poussée de douleur parce que vous allez avoir moins suscité une réaction de protection de votre cerveau qui vous dit « Hey, wow, là, tu es en train de dépasser justement tes limites » et c'est là que les symptômes s'accentuent. Très intéressant. Puis, en attendant de voir s'il y a d'autres questions dans le chat, on avait ici le CBD. Est-ce que vous pouvez confirmer ou en tout cas guider ou mettre en garde? Je pourrais ni confirmer ni guider. Le cannabis a été vu comme une solution absolument miraculeuse au début quand c'est arrivé. En fait, on n'en prescrit pas, on autorise parce que ce n'est pas considéré comme un médicament. Personnellement, je n'en autorise pas. La raison est bien simple, ce n'est pas parce que je suis contre, c'est que quand on autorise du cannabis, on atteste comme médecin que le patient a l'état physique et mental pour consommer du cannabis et le gérer. Mon enjeu, c'est que moi, je suis une anesthésiste dans la vie et je n'ai pas souvent accès à l'ensemble du dossier, par exemple, du médecin de famille. Et qui suis-je, moi, quand ça fait 15 minutes que je vois quelqu'un pour dire que cette personne-là n'a aucun problème psychologique, aucun risque de développer d'autres maladies. Donc, c'est pour cette raison-là que je ne m'embarque pas. Pour en discuter beaucoup avec des gens qui en prescrivent, c'est à peu près comme l'ensemble des médicaments, c'est-à-dire environ 1 patient sur 3 qui va l'essayer, qui va avoir un effet bénéfique et pas d'effet secondaire intolérable. Il y a généralement, avec à peu près l'ensemble des médicaments, 2 patients sur 3 qui vont tenter un médicament qui soit ça ne les aidera pas ou qui vont avoir des effets secondaires importants. Fait que ça ne laisse pas beaucoup de gens. Le CBD et le THC, c'est 2 cannabinoïdes qui font partie du cannabis, mais il y en a une centaine. Donc, il y en a probablement beaucoup d'autres qui ont des effets qu'on connaît moins, mais c'est les 2 principaux. Le CBD semble être plus intéressant, par exemple, dans le contexte de douleurs chroniques. On a très peu d'études. Les gens qui sont très... par exemple, les compagnies qui vendent le cannabis vont nous dire « Ah, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études », mais je vous donne l'exemple d'une étude en fibromyalgie où on a démontré l'efficacité sur 1 heure. 1 heure dans la vie de quelqu'un qui a de la douleur, ce n'est pas beaucoup. Donc, on a très peu d'études qui vont vraiment démontrer une bonne efficacité. Et il y a des effets secondaires à long terme, mais on ne les connaît pas bien. Et c'est là où moi, j'ai une petite retenue parce que, vous l'avez entendu, la crise des opioïdes dans les années 80-90, on prescrivait des opioïdes, c'est sky's the limit. Tout ce que le monde voulait, ça faisait encore mal, on ajoutait, et on a causé beaucoup de problèmes. Et je ne parle pas seulement de la dépendance, mais il y a de l'hyperalgésie aux opiacés. Il y a toutes sortes de problèmes de santé qu'on a causés en donnant trop d'opioïdes. Le cannabis, on n'a pas beaucoup de recul sur l'utilisation du cannabis plusieurs fois par jour pendant des mois, des années. On a très peu de recul pour savoir quels sont les effets secondaires à long terme. Et il ne semble pas que c'est 0, les effets secondaires à long terme. Donc, il faut toujours faire attention. C'est toujours une décision, on appelle ça la prise de décision partagée, c'est-à-dire qu'on se fait guider, mais ce n'est pas évident. Puis ce n'est pas évident parce que c'est extrêmement dispendieux aussi, le cannabis médical. Quand on se fait autoriser pour utiliser du cannabis et qu'on fait affaire avec une compagnie, c'est généralement entre 200 et 500 $ par mois. Il n'y a presque pas de compagnie d'assurance qui rembourse. Si on s'auto-médique à la SQD ou en ligne, plein de gens le font, il faut savoir ce qu'on prend.
Et il faut savoir aussi qu'on ne peut pas recevoir vraiment de conseils de la part de ces gens-là parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de donner des conseils. Fait que ce n'est pas un miracle. Ça peut aider certaines personnes. Je n'ai pas d'enjeu que les gens essaient. Il faut être transparent avec nos professionnels de la santé, dire on l'utilise, on a essayé, voici ce qu'on utilise, ce qu'on a tenté. Il ne faut idéalement pas l'essayer en même temps qu'on commence ou on arrête un autre traitement parce qu'on finit par ne plus savoir qu'est-ce qui marche. Il faut aussi faire très, très, très attention avec la conduite automobile parce que ce n'est pas légal au Québec de conduire quand on a du cannabis dans notre système. Il y a certains qui l'utilisent en crème pour les douleurs localisées. Évidemment, je dis toujours qu'on ne peut pas prendre notre bain dans la crème. Ça semble être une avenue potentiellement intéressante pour le contrôle des douleurs. Encore une fois, ça se vend à la SQD, ça se vend en ligne et ça se vend surtout dans les compagnies de cannabis médical. L'intérêt du cannabis médical, c'est que tout est parfaitement bien dosé et on sait exactement d'une fois à l'autre qu'est-ce qu'on utilise. Mais encore là, il n'y a aucune étude. Parfait, merci. Puis, peut-être dernière question, à moins que d'autres questions ensuite se retrouvent dans le chat. Est-ce que la prise de certains médicaments dans un contexte de douleur chronique peuvent créer la dépendance? Et si oui, comment se prémunir? En fait, il n'y a pas vraiment de façon de se prémunir contre la dépendance physique. La dépendance physique, ça veut dire que si on arrête brusquement un médicament, on va avoir des effets secondaires, des effets de sevrage. La grande majorité des médicaments qu'on utilise en douleur, et c'est vrai aussi de médicaments qui sont utilisés dans plein d'autres domaines, la grande majorité des médicaments vont causer des symptômes quand on les arrête brusquement. Qu'on parle, par exemple, du prégabalin, le Lyrica, du gabapentin, la majorité des antidépresseurs, les opioïdes, c'est vrai, mais les antihypertenseurs, c'est vrai aussi. Si on est rendu à bonne dose puis on arrête d'un coup, il va avoir un effet rebond important. Fait que ça, c'est la dépendance physique et beaucoup de gens ont une dépendance physique et ce n'est pas inquiétant en soi. Là où ça devient inquiétant, c'est quand il y a une dépendance psychologique qui s'ajoute, où là, on a l'impression d'avoir besoin de la pilule. Et ça, c'est plus difficile à contrôler. Chez les gens qui prennent des opioïdes, c'est quelques pourcents de gens qui vont finir par développer une dépendance psychologique. Et la dépendance psychologique, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est un toxicomane. Ça peut juste vouloir dire qu'on a on a besoin du geste, un peu comme un fumeur a besoin du geste. On a besoin de prendre une médication pour se rassurer, pour se sentir mieux. Puis les opioïdes, comme la morphine, le dilodide, tout ça, c'est sûr que c'est des médicaments qui, quand on les prend, procurent une espèce d'effet euphorisant. Et des fois, les gens ne font plus la différence entre j'ai mal et je me sens mal, puis vont aller chercher plus l'effet euphorisant que l'effet antidouleur. Fait que là, il faut faire attention, c'est là que ça peut devenir dangereux. Mais la meilleure façon, c'est de s'informer aux médecins, est-ce que ça peut créer une dépendance? C'est d'aller lire sur le site Gérer ma douleur, là, les 200 ressources, il y en a là-dessus sur la médication. Donc, c'est de s'informer à des sources fiables. Votre pharmacien est en mesure de vous aider, mais il faut vraiment faire la distinction entre la dépendance physique et la dépendance psychologique. Excellent. Ben, je pense que ça conclut bien aussi ce webinaire. Alors, merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps, Marianne, aussi pour le témoignage. C'est super généreux de votre part. Encore une fois à tous, on vous confirme que le webinaire va pouvoir vous être envoyé. Donc, la séance a été enregistrée. Vous allez pouvoir revisionner. Vous allez aller visiter aussi. Vous allez avoir donc tous les liens puis les adresses pour visiter les ressources qui vous ont été présentées aujourd'hui. Alors, un grand merci pour votre disponibilité puis votre temps. Très apprécié.